Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire autour de la data science. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour le 4e épisode de cette nouvelle saison des K-Series, la saison 2, qui porte sur le thème Games of FinOps et DataVis. Donc, vous conviendrez avec moi que, comme toute bonne série, elle contient des épisodes. Donc, pour cette saison 2, on a en tout 4 épisodes. Et sans plus attendre, je pense que, voilà, avec l'audience qu'on a, vous êtes aussi tout impatient de découvrir. Donc, on va commencer le 4e épisode maintenant. Donc, avant tout propos, ce 4e épisode se veut intentionnellement être introductif et vise à toucher un large public autant que possible. Aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas la plupart d'entre nous, nous avons entendu parler de ce que c'est que l'IA, la notion de data science, mais dans ce panel de monde-là, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les concepts de base, qui sont parfois, par exemple, la mise en production des modèles, tout ce qui est application, tout ce qui est parfois limitation aussi. Donc l'objectif de cet épisode vraiment est donc de nous éclairer et de poser les bases. Vu que nous avons à peu près une demi-heure, nous ne pourrons pas entrer trop dans les détails, mais nous resterons disponibles pour poser le sujet. Donc, avant de commencer, faisons un peu les présentations. Donc, moi, je m'appelle Ben Bairo, je suis consultant data chez Kerus depuis maintenant 2 ans. Je suis en mission au sein d'une équipe de Fleet and Ops et je travaille sur les problématiques de gestion de leurs véhicules, de leur flot de véhicules connectés. Je développe des dashboards de type, dans leur jargon qu'on appelle, en anglais qu'on appelle User Funnel Report, qui permettent de retracer la conversion de leurs clients. Voilà. Donc je passe la parole à... Donc, Cyril Baraillé, pareil, je fais partie de l'équipe data de Kerus. Actuellement, moi, je suis en mission dans le secteur de l'assurance et du coup, je vais bosser sur des thématiques de data science ou de data vis, par exemple sur des thèmes comme la détection de fraude. Et actuellement, je travaille avec la technologie ClickSense. Et je suis Wendy Amiamergo, je suis dans l'équipe data aussi et je travaille d'une part avec la suite Microsoft BI pour de la TMA. Et j'interviens aussi sur des projets de machine learning avec Python et de LLM avec DataIQ. Merci. Je dois remercier Kao Tri, notre manager au sein de Kerus Data Science et tout ce qui est lié à l'analytics. Vraiment, son expertise nous a été utile pour ce travail que nous allons vous présenter. Dans cet épisode, nous vous proposons tout d'abord un rappel des épisodes précédents. Passant par... voilà. Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet en abordant le FinOps pour tout projet de data science. Puis, nous nous concentrerons sur les notions de data vis. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Sans plus entendre, prenons de la hauteur et faisons ensemble un tour d'horizon du paysage de l'IA. Voilà. Alors du coup, ici, on va vous présenter un petit peu le paysage de l'intelligence artificielle. Donc là, dans cette slide, on peut voir que c'est illustré un peu comme des poupées russes. Chaque couche va représenter une technologie qui est imbriquée dans une autre. Donc là, on peut voir que la data science, ça va englober le tout, en passant de l'IA jusqu'au machine learning. On va ensuite les réseaux de neurones, le deep learning, et on peut aller jusque le LM de GPT. Et chaque niveau va montrer une spécialisation et une complexité croissante. Et donc, toutes ces technologies sont interconnectées et construites les unes sur les autres. Maintenant, on passe au cycle de vie d'un projet data science. Donc, pour rappel, un projet data science va se diviser en 3 phases. On va avoir la préparation des données, la modélisation et l'industrialisation. Pour la partie préparation des données, on va avoir la formalisation du cas d'usage. Donc, c'est là qu'on va définir les problèmes à résoudre, les solutions et tous les objectifs en fait, du projet.
Ensuite, on passe à la collecte et la compréhension des données, la préparation des données, et après, on peut passer à la modélisation, donc en créant notre modèle et en l'évaluant. Et ensuite, après avoir évalué notre modèle, on peut passer à l'industrialisation du processus. Et dans cette industrialisation, on peut avoir la partie data vise qu'on verra plus loin, qui va nous permettre de faire des représentations plus compréhensibles et plus interactives. Très bien. Donc sur ce diapo, nous nous permettons de faire un petit rappel de l'avant-dernier épisode concernant le MLOps. Donc pourquoi le MLOps est si important? Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, le MLOps c'est une intersection qui passe partant de la data à la conception des modèles et à la dernière partie qui est un peu le DevOps, qui concerne un peu tous ces processus d'automatisation, voilà, ou bien de mise en place de pipelines pour pouvoir automatiser les tâches. Donc le MLOps s'inspire voilà, du concept de DevOps, clairement. Donc c'est la transformation des opérations, transformation des opérations et développement logiciel qui permettent de simplifier toutes les étapes de modification ou bien de mise à jour. Donc à gauche, donc le MLOps partage plusieurs objectifs, donc qui passent par l'automatisation, le niveau de confiance aussi qu'il faut avoir dans les équipes, parce qu'après il faudra faire de la formation aussi autour de tout ce qui est automatisation qui a été mis en place, la gestion complète du cycle de vie, donc c'est ce que vous pouvez voir là, la end-to-end life cycle, voilà, qui passe par la construction, l'étape de build, l'étape de test, la mise en production, voilà, donc le release, et la livraison continue et le niveau de qualité des solutions déployées qui doit représenter, qui doit être assez qualitatif. Voilà. Très bien. Ensuite, donc c'est quoi le FinOps? Le FinOps, pour dire mot pour mot, enfin, voilà, c'est Financial Operation, qui est une approche visant à optimiser les coûts liés au cloud computing. Donc c'est vraiment voilà, la capacité à pouvoir optimiser les coûts quand on est sur le cloud. Et donc, le FinOps appliqué à un projet de machine learning et de data science contient plusieurs principes et bonnes pratiques voilà, à considérer. Donc, comme vous pouvez le voir sur cet écran-là, l'une des premières étapes, l'un des premiers principes, c'est la compréhension des coûts quand on est dans le cloud. La planification budgétaire vient ensuite, le choix des ressources, puis la gestion aussi de ces données quand on est sur le cloud et l'optimisation des algorithmes. Et après, on a les trois étapes qui sont reliées en un bloc. Il s'agit de la surveillance continue, l'automatisation, et puis après, la confiance dans l'équipe qui passe par la formation. Donc ça, c'est tout un bloc qui rentre aussi dans le FinOps en termes de principe. Voilà. Donc, à ce niveau, donc si on reprend par rapport au slide précédent, la première étape, ou bien le premier principe qui est la compréhension des coûts, il est vraiment important de comprendre les coûts associés à son infrastructure de machine learning et de data science quand on est dans un projet de data science. Donc, cela inclut les coûts des instances, des calculs, du stockage des données, des services de base de données. Donc là, par exemple, à droite, vous avez sur Azure une capture de l'option, il y a une option Cost Management qui donne en fait une analyse des consommations et des coûts associés sur notre projet, sur un projet. Et donc là, on peut voir par exemple le prévisionnel et le coût consommé en ce moment, voilà, par exemple sur le mois de décembre. Ensuite. Donc, si vous vous rappelez, le second point, c'était la planification budgétaire. Donc, pourquoi la planification budgétaire? Parce qu'elle permet de contrôler le coût. Donc, elle permet de gérer les dépenses en s'assurant ainsi que les coûts restent alignés avec le budget prévu. Donc, pour votre projet dans le cloud, il faut pouvoir contrôler vos coûts, optimiser aussi les ressources. Donc, ça passe dans la planification budgétaire
Et pour cela, parfois, on est amené à faire des choix en termes d'instances. Donc là, par exemple, si on choisit pour un projet de data science d'aller sur du GPU, il faut noter par exemple que le GPU, tout d'abord, GPU pour unité de graphique, ont été initialement conçus pour le rendu des tâches graphiques et vidéo, mais aujourd'hui, les GPU sont essentiellement utilisés aussi dans l'IA grâce à l'architecture et leur capacité de traitement parallèle. Donc, voilà. Donc, la capacité, par exemple, des GPU à paralléliser les tâches, la puissance de traitement de données, la vitesse et tout, va faire en sorte que pour un projet de machine learning, on va choisir d'aller sur des instances, par exemple, des GPU. Donc, il faut tenir ça en compte aussi lors de la planification budgétaire pour savoir que si on va sur des GPU, voilà, combien ça coûte, tout ça. Ensuite, vous pouvez voir, par exemple, sur ce graphique, l'évolution des GPU. Les performances des GPU a été multipliée par 1000, donc ce qui est énorme au cours des 10 dernières années. Voilà. Ensuite, donc nous avons choisi de vous faire un récapitulatif pour les différentes plateformes qu'on connaît principalement, que ce soit sur Amazon AWS, Azure pour Microsoft sur le cloud ou encore GCP pour Google. Vous avez une idée des différentes instances. Qu'on aille sur du CPU ou sur du GPU, donc vous avez les instances sur le tableau là, en deuxième colonne. En troisième colonne, vous avez la configuration, que ce soit du CPU ou du GPU, en fonction du fournisseur. Et en dernière colonne, le prix en dollars de ces instances-là. Donc, en fonction de ça, on pourra aussi, pour un projet, vous pourriez aussi, pour votre projet, faire votre planification budgétaire voilà, quand vous voulez aller sur le cloud. Ou encore, plus spécifiquement pour Azure, vous avez un moteur, un onglet qui vous permet, en fonction des ressources que vous choisissez, là par exemple, on voit que c'est quand on choisit par exemple le MSCA, on a aussi une idée du prix. Donc c'est un outil c'est un outil qui représente un peu une calculatrice qui permet d'avoir directement sur Azure le coût des différentes ressources qu'on peut choisir. Ensuite, en troisième principe, donc on a le choix des ressources. On a choisi de vous présenter en fait. Aujourd'hui, il y a le terme serverless. Donc, c'est la capacité à optimiser ces ressources de calcul grâce à l'informatique serverless. Donc, sur les trois plateformes, vous avez AWS, le serverless, c'est Lambda, Microsoft Azure, Microsoft Functions, Google Cloud Functions. Et c'est quoi le serverless? Le serverless, c'est cette capacité à choisir des instances de calcul et de stockage en fonction des besoins spécifiques de votre projet. Donc, par exemple, utiliser des instances de calcul pour les charges de travail intermittentes. Donc, c'est-à-dire, si on a des charges de travail périodiques, il y a la capacité à choisir des instances qui concernent ces genres de tâches. Et si c'est des instances réservées pour les charges de travail constantes. Donc, pour ces différents fournisseurs du domaine du cloud, ils peuvent aussi fournir et gérer, dimensionner l'infrastructure nécessaire pour faire tourner votre modèle ou vos applications. Voilà. Donc, le principal avantage, c'est de vous permettre de développer et d'optimiser vos ressources et de minimiser les coûts de développement, donc au travers, par exemple, du serverless. Ensuite, en termes de principe pour la gestion des données, vous devez définir en fait vos données sous deux types. Donc, il y a ce qu'on appelle les données à chaud et les données à froid. Donc, c'est quoi les données à chaud? Donc, c'est votre capacité à se dire, dans mes données que j'ai, je dis que mes données sont à chaud lorsqu'ils sont activement utilisés ou fréquemment sollicités. Donc, ça, c'est ce genre de type de données. Maintenant, les données à froid, c'est des données qui sont rarement utilisées, dont les utilisateurs n'ont pas forcément besoin tout le temps. Et donc, en fonction du type de données qu'on définit, qu'il soit à chaud ou à froid, il y a le coût aussi. Donc, quand on est à chaud, par exemple dans le cloud, on possède des coûts de stockage un peu plus élevés que des données à froid. Voilà. Donc, avec un accès à la demande un peu plus rapide. Ensuite, donc sur ce slide, l'optimisation des algorithmes. Donc,
nous vous proposons vraiment d'optimiser vos algorithmes de machine learning pour diminuer les temps de calcul et réduire les coûts liés aux ressources informatiques. Donc, par exemple, il y a deux notions principales pour optimiser vos algorithmes. Il y a par exemple la complexité de calcul. Donc, c'est pouvoir se dire, ben, dans mon code, je dois pouvoir voir le nombre d'opérations, de faire des opérations, vraiment des opérations nécessaires en fait d'exécuter mon code le plus rapidement possible et qui ne sollicite pas beaucoup de ressources en arrière-plan, et la complexité d'espace ou de mémoire qui concerne aussi la capacité à gérer la mémoire nécessaire pour exécuter l'algorithme. Donc, vous pouvez voir à droite, par exemple, dans le cas du GPU, si vous voulez tourner par exemple, un algorithme de deep learning, si vous avez un GPU, ben, l'algorithme il peut tourner sur le GPU et ça peut prendre un peu plus de temps. Alors qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le multi-GPI, qui est cette nouvelle façon de voir. Par exemple, si je possède plusieurs GPU, je possède 2 GPU, je peux mettre dans mon modèle de deep learning mes différentes couches. Par exemple, la première couche sur le premier GPU et la deuxième couche sur le deuxième GPU. Donc, ça, en termes de rapidité, j'ai rapidement mes résultats, et ça, c'est des choses qui se font aujourd'hui. Donc, dans le multi-GPU, on a plusieurs méthodes. Donc, il y a ce qu'on appelle le modèle parallélisme, le tensor parallélisme, la parallélisation tensorielle, la parallélisation des données, et puis en dernière position, le pipeline parallélisme. Donc, différentes façons de voir la chose. Mais sachez aussi que derrière, le fait de dire, bah, j'alloue chaque couche à différents GPU, ben, c'est aussi des ressources en termes de fonds, voilà, parce que des coûts en plus supplémentaires par rapport au GPU qu'on va prendre dans le cloud. Donc, c'est un calcul voilà, à faire et à pouvoir évaluer qu'est-ce qui est utile. Ensuite, la dernière étape du FinOps qu'on a réduit en trois petites rubriques. Donc, tout à l'heure, quand je rappelais les notions sur le MLOps, j'ai parlé de la surveillance continue, j'ai parlé aussi de l'automatisation, et je parlais aussi de la confiance qu'on doit avoir dans son équipe, et donc qui passe par la formation, impliquer toute l'équipe dans la gestion des coûts en les sensibilisant aux bonnes pratiques voilà. Donc, tous ces différentes options-là, principes plutôt, se retrouvent dans le FinOps aussi. Donc, on a un peu du MLOps, une partie du MLOps dans le FinOps. Donc, voilà, c'est vraiment le dernier principe que nous vous suggérons vraiment une fois que vos processus dans le cloud sont faits. Ensuite, donc en résumé, un projet de data science suit globalement les étapes qui passent par la compréhension du besoin business, le stockage des données, le traitement des données et la capacité à tirer de la valeur. Tirer de la valeur. Donc le FinOps va venir souvent, parfois en début de projet ou pour cette image de cycle de vie que vous avez là, entre l'étape d'évaluation et d'industrialisation du processus aussi. Et maintenant, quand tout ça est fait, ben, on va arriver sur la dernière partie qui va concerner vraiment la data vis, comment on utilise la data vis pour ce projet de data science. Ok, merci Ben. On a vu que le FinOps nous a permis de voir comment gérer les coûts lorsqu'on passe à la mise en production de nos modèles ou de nos données dans le cloud. Mais nous pouvons exploiter nos modèles de nos données au travers d'outils de visualisation. Donc, nous répartissons ces outils en 2 groupes. Donc, les frameworks d'une part et les logiciels de BI d'autre part. Donc, un framework, c'est un environnement de travail qui s'appuie sur un langage de programmation pour proposer des visuels. Et nous, dans la data, on utilise principalement Python ou R. Donc, ici, principalement, c'est les frameworks du marché. On ne les a pas tous énumérés, mais on a énuméré une certaine partie. Donc, on a Shiny, on a Bokeh, on a Streamlit, et c'est le langage Jupyter, Panel, voilà. Et il s'appuie principalement sur Python, mais aussi on peut faire avec du R, par exemple Shiny, on utilise du R Shiny. Et à gauche, on peut voir un peu l'évolution de l'utilisation de ces frameworks. On voit que Streamlit, qui a été introduit en 2018, est aujourd'hui le plus utilisé du marché. Donc, on voit il y a beaucoup d'avantages d'utiliser ces frameworks. Donc, c'est facile d'utiliser et l'interface est user-friendly. On peut simplement faire un beau site avec quelques lignes de code et pas besoin de créer une API qui va venir se connecter à cette interface-là
Pas besoin aussi de taper du HTML, du CSS. Bien vrai que des composants sont proposés dans ces frameworks-là, mais on peut les passer sans problème. On peut aussi déployer facilement, une fois que le code est conçu, que ça nous convient, on peut déployer facilement, par exemple, sur Streamlit gratuitement. Aussi, en cas de développement, s'il y a des soucis, il y a une très grande communauté qui existe à laquelle on peut s'adresser directement et qui pourra nous aider. Et aussi, il y a beaucoup de templates qui sont préconçus. On peut simplement les récupérer, les modifier en fonction de notre sujet. Donc, si on veut travailler sur un projet relié à la finance, il est possible de trouver déjà des graphes, des pages qui sont déjà préconçues et on pourra l'adapter en fonction de nos besoins. Et aussi, un dernier, il est compatible, les frameworks sont compatibles avec la plupart des packages. Donc, comme inconvénient, bien sûr, comme derrière, ça utilise un langage de programmation Python ou R, il faudrait avoir un minimum de connaissances sur Python ou R. Donc là, c'est un exemple de visualisation, d'analyse. Avec Streamlit, on voit qu'on peut facilement mettre nos graphes et on peut les filtrer. Et lorsqu'on fait un hover, facilement, on peut lire les informations, on peut faire des restitutions, on peut même zoomer et voir une partie qui nous intéresse. Donc aussi, on peut voir qu'avec toujours Streamlit, on peut, avec un modèle de deep learning, par exemple là c'est la détection d'objets, on peut directement modifier nos paramètres et voir l'évolution de notre modèle d'une façon visuelle et non juste avec le code. Et en interne, très rapidement, pour avoir un visuel sur certains projets, on utilise Streamlit. Donc dans ce cas, on voulait développer un modèle de machine learning pour la génération de données synthétiques. Du coup, on a utilisé Streamlit. Vu qu'on a un menu, la création du menu est très simple avec Streamlit et il suffit juste de créer un dossier. Donc, l'expérience utilisateur aussi est facile. On peut adapter la page à différents types d'écrans. Donc, Streamlit et les autres frameworks sont assez faciles d'utilisation. Ok, donc pour passer à la partie des outils BI modernes, donc on peut citer par exemple le Power BI, le Tableau et Qlik. Donc pour avoir une vision un peu globale du marché, donc comme je l'ai cité juste avant, les leaders ça va être Qlik, Tableau et Microsoft Power BI. On a aussi les visionnaires, qu'on appelle les visionnaires, donc où on peut retrouver SAP et Oracle. Les players, les acteurs de niche. Où on retrouve Zoho et Good Data qui, eux, vont être un peu spécialisés dans un plus petit segment du marché. Et les challengers, donc comme Google et AWS, qui, eux, performent très bien et dominent un plus grand segment du marché. Donc pour ce qui est des avantages et des inconvénients de ces outils, donc en avantage, principalement, on peut retrouver l'accessibilité. Contrairement au framework, on peut avoir cette notion de drag and drop qui va permettre de créer des visuels assez rapidement et sans avoir de compétences vraiment avancées. Donc c'est vraiment on peut avoir une partie no code. Ensuite, il y a la partie intégration des données. On a vraiment une grande variété de sources de données qui sont à notre disposition, où on peut s'y connecter, donc des bases de données SQL, des fichiers Excel, des services de cloud ou encore des API. Et on a également les capacités analytiques de ces outils, qui sont assez bonnes. On peut avoir des fonctionnalités de prévision, d'analyse de tendance. On peut aussi intégrer des modèles de machine learning. Pour ce qui est des inconvénients, il va y avoir le coût, évidemment. Certains outils de data viz peuvent être très coûteux, surtout pour des grandes entreprises qui vont nécessiter beaucoup de licences et qui vont vouloir utiliser des fonctionnalités un peu plus avancées. Et donc la courbe d'apprentissage, c'est dès qu'on veut utiliser justement ces fonctionnalités avancées et faire par exemple de la modélisation de données, ça va demander des compétences un peu plus avancées. Donc pour refaire une petite démo, donc là on est dans un contexte où il y a un réseau d'écoles qui voulait refondre la page de son site web. Donc le but du projet c'était de comprendre les grandes typos de profils qui vont venir consulter ce site et de les caractériser. Donc pour faire ça, on a du coup fait un clustering
et donc une segmentation pour identifier tous les grands types de profils. Et donc on présente les résultats sur Power BI. Donc comme on peut le voir ici, là c'est notre dashboard Power BI. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment avoir plusieurs types de visualisation. Donc là on va retrouver des KPI, on va retrouver des graphiques un peu plus basiques. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a la partie de filtre, où on va pouvoir filtrer par exemple sur un de nos 4 profils pour regarder le nombre de vues qu'il a sur chacune des catégories de pages. Et pareil, on peut filtrer aussi par catégorie. Donc là, ce qui est intéressant de relever, donc chaque profil, le profil numéro 1, c'est ceux qui vont venir voir le blog du réseau des écoles uniquement. Le 2, c'est ceux qui viennent à la fois voir le blog, mais aussi les vidéos du service marketing de l'école. Le 3, c'est les profils dits omnivores, donc ceux qui viennent voir un peu tout, les vidéos, les contenus de formation, le blog, les pages diverses, la page d'accueil par exemple. Et le 4e profil, c'est ceux qui consultent principalement les offres d'emploi. Donc en fait, ce qui a été intéressant à montrer aux clients, c'est que en fait, le client voulait enlever la partie offre d'emploi de son site. Et grâce à cette analyse-là, il a pu voir qu'il fallait la conserver pour ne pas perdre l'audience du 4e profil qui est quand même conséquente. Donc, voilà. Donc pour terminer ensuite, voilà, en résumé, pour le FinOps, voilà, il y a 3 choses à retenir. Enfin, pour le FinOps, ce qu'on peut retenir, c'est la capacité à se poser des questions lorsqu'on veut déployer des outils, enfin, on veut déployer son projet dans le cloud. Pour la data vise, c'est se dire en fait, la data vise vraiment vient en complément à son projet en bout de chaîne. Voilà, et aujourd'hui, il y a tout un panel d'outils de data vise, que ce soit passant par le code, comme on a pu vous le présenter, ou encore à travers les outils de BI modernes. Donc merci vraiment à tous. Grâce voilà, à votre participation à ce dernier épisode de la saison 2. Nous espérons voilà, vous revoir très bientôt sur de nouvelles aventures. Et, donc merci encore. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vos questions sont les bienvenues. Nous sommes à l'écoute et voilà. Merci. Merci. Merci.